Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Est-ce que ça va mieux, Kira? C'est ça la grande question que tout le monde se pose ici. Bonjour tout le monde, alors oui, ça va mieux, mais je tousse encore beaucoup, ce qui est quand même un peu relou, je t'avoue. Donc j'ai l'impression d'être un fumeur... La touche mute va fumer. Ouais, j'ai l'impression d'être un fumeur de gitane, sauf que j'ai jamais fumé de ma vie, donc du coup, tu vois, c'est un peu galère. Mais sinon, ça va mieux, donc oui, je vais devoir faire mute à plusieurs moments pour éviter que vous m'entendiez cracher mes poumons. Eh oui. Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine ? Alors, cette semaine, j'ai beaucoup révisé, bien sûr, ponctué de sessions de jeu sur Ark Riders. Je m'amuse énormément. Toujours. C'est vrai que j'en ai parlé la semaine dernière. Je m'amuse beaucoup dessus, que ce soit en solo ou quand je joue en coop. J'aime bien aussi faire des petites parties en solo. C'est pas le même genre de jeu, en fait. Quand t'es en coop, tu vas plus dans l'action, affronter des gros trucs dans les zones vraiment dangereuses. Quand t'es en solo, tu vois, t'es plus chill. Tu vas dans des zones un petit peu moins galères. Et tu vas choper du loot un peu moins prestigieux forcément, mais ça te permet de prendre de l'XP. Et je m'amuse tout autant, en fait, que ce soit tout seul ou en multi, même si en multi, c'est forcément des parties plus homériques. Donc c'est cool. Je me suis relancé un petit peu sur Crime Boss, mais cette fois, j'ai engrainé 3 potes en coop, donc pour faire des braquages. Et franchement, c'est très très bien marré. On a fait une grosse session sur une après-midi. C'était vraiment très très cool. Sinon, je continue Red Dead Redemption 2 en multi, toujours. Donc je me suis remis sur Red Dead Online et franchement, c'est bien cool. Et au niveau des films et séries, donc j'ai terminé Only Murder in the Building. Donc je me suis relancé dans une vieille trilogie que j'avais pas vue depuis longtemps. Tu sais, c'est la trilogie Le Silence des Agneaux, Hannibal et Dragon Rouge. Ouais, très cool. Avec Anthony Hopkins, donc très cool. Il y a du bon et du moins bon au niveau des films. Mais bon, ça reste des Madeleines de Proust pour moi, donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau ? Ouais, ça va être beaucoup plus rapide. J'ai fini le film Frankenstein qu'on va chroniquer, enfin que tu vas chroniquer tout à l'heure. J'ai presque fini Zelda Hyrule Warriors, la guerre des sceaux, donc qui va arriver bientôt en chronique. Et ma foi, c'est à peu près tout. Donc voilà, j'ai été moins productif, mais la vie faisant, j'étais pas mal occupé avec le boulot. Mais toujours, les chroniques sont là. Donc si tu peux nous faire le petit sommaire et enchaîner sur comment soutenir la Taverne du Gamer. Alors au niveau du sommaire, on va parler des Game Awards, car vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais les nominés ont été annoncés. Non sans fracas sur les réseaux sociaux, ce qui est assez rigolo d'ailleurs de voir les gens s'écharper pour des jeux vidéo. Pourtant j'ai trouvé que j'ai pas trouvé. Ouais, moi aussi, ça me fait toujours un petit peu rigoler, mais bon, voilà. Derrière, je vais vous parler d'Assassin's Creed Mirage, car il y a des nouveautés en ce sens. La troisième news, tu me l'as dit tout à l'heure et je l'ai déjà oublié. Il n'y a pas de troisième news, on passe sur le test. Il n'y a pas de troisième news, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas oublié d'ailleurs. Au niveau du test, ça sera Super Mario, le tout premier sorti sur Super Famicom, et tu vas faire un petit parallèle avec des choses que tu as vues au Japon. Tout à fait. Et derrière, ça sera la chronique de Frankenstein de Guillermo del Toro, qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. Pour nous soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager les épisodes, à mettre 5 étoiles sur les commentaires, enfin sur les applications de podcast et des commentaires surtout, on aime bien vous lire, c'est vrai que c'est très agréable. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Oui, et le formulaire du site web, je sais même plus si tu l'as dit, mais pourquoi je le dis, c'est que ça s'est un petit peu calmé, on en a moins. Alors que c'est l'assurance de passer dans la taverne, puisqu'on va vous lire tout à l'heure. J'ai noté les derniers formulaires qu'on a reçus. Mais sur ce, je te propose qu'on attaque, parce que l'émission risque d'être un petit peu longue, donc générique. Générique. Et donc, comme tous les ans, à la même période, les nommés en effet au jeu de l'année, mais pas que, meilleur RPG, meilleur jeu d'aventure, meilleur jeu même de course, sont tombés parce qu'il y a tous les ans les Game Awards, donc animés par Jeff Kelly, produits animés par Jeff Kelly. Et donc c'est l'occasion pour nous toujours de revenir sur cette liste de nommés, avec toujours notre petit exercice d'équilibrisme sans trahir nos chouchous, nos convictions, etc.
Mais on commente cette liste de nominations, sachant que beaucoup le disent, moi je fais partie de ceux qui le pensent, c'est devenu un événement majeur quand même parmi les événements de jeux vidéo les plus majeurs, parmi les plus suivis, ce qui occasionne aussi, et enfin occasionné dans le bon sens du terme, beaucoup d'annonces. Donc on se dira tout à l'heure, Kira, si on a des espoirs en termes d'annonces au Game Awards, parce qu'on sait que maintenant Jeff Keighley il arrive à avoir des belles exclusivités, des world premières, etc. Mais avant, ce qui intéresse le plus les gens, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, mais c'est la liste des nommés aux Jeux de l'année. Donc ils sont 6. J'allais dire que le premier n'est peut-être pas forcément celui qui sera élu dans ce que je vais dire, sauf que le premier c'est Clair Obscur Expédition 33. Donc peut-être que il sera nommé, on en discutera après. Death Stranding 2 en deuxième, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Skillsong, donc les jeux indés sont bien représentés. Il y a aussi Kingdom Come Deliverance 2, qui est un jeu AA. Je pense bien que le deuxième a dû bénéficier quand même d'un gros budget, plus que le premier. On reste sur du AA quand même. Ouais. Et donc, avant même que je donne mon avis sur cette petite liste, Kira, qu'est-ce que tu en dis ? Non, je trouve que c'est une bonne liste. C'est des jeux qui ont beaucoup fait parler en bien cette année. On retrouve le fameux Hades 2 ou Skillsong dans la scène indépendante, qui ont quand même cartonné vraiment en termes de réception publique et puis aussi en termes de vente, hein, sachant qu'Hades 2 n'est même pas encore totalement sorti. Donc ça aussi, mine de rien, sur Switch 2, ça y est. Boîte... Il a eu sa version officielle. Ouais, il a eu sa version officielle sur Switch 2 là, qui est sortie en octobre. Ah ok, parce que je l'ai même pas vu en magasin quand je me suis déplacé hier. Je sais pas s'il est en boîte, peut-être qu'il est qu'en démat le jeu. Comme la version boîte, je crois que c'est la semaine prochaine ou je crois que ça doit être la semaine prochaine, parce que je l'ai pas vu la version boîte. Donc c'est plutôt cool. Bon Clair Obscur, hein, forcément, on s'y attendait. Pourquoi c'est quand même le jeu qui a fait le plus parler cette année, à mon sens. Death Stranding 2 aussi, parce que bon, ça reste le pote Kojima, donc forcément, c'était normal qu'il soit cité cette année. Et Donkey Kong, parce que je pense que c'est quand même bien de représenter Nintendo. Ils n'ont pas été représentés l'année dernière, et même si je ne pense pas que ce jeu risque de gagner cette année, je pense que c'est important aussi qu'il y figure. Je te rejoins, je pense que c'est une belle liste, je pense qu'aucun n'a volé sa nomination, bien qu'évidemment après il y a les sensibilités de chacun, on peut ne pas aimer les différentes rites, mais globalement on a eu une belle année de jeux vidéo. Bon, on fait plutôt la synthèse de l'année à notre dernière émission, mais cette liste je la trouve assez représentative. Ce que j'aime bien, tu as cité Hades 2, j'allais le faire aussi, c'est que Hades 2 et Skillsong, on les a souvent comparés avec les GTA 6 des jeux indépendants, tellement qu'ils ont une grande aura aujourd'hui, donc qu'ils soient aussi présents, que la scène indé soit aussi présente, ce soit bien. Clair Obscur, bon, débat, jeu indé ou pas, mais en tout cas, ça reste des petites, moyennes productions, pareil pour Kingdom Come à proprement parler, ils sont indépendants, ils sont pas suivis par un gros studio, donc... En fait, ils ont un éditeur, ils sont distribués par Namco et Sega, et puis leur éditeur, en fait, normalement un jeu AD n'a pas d'éditeur, mais là c'est un éditeur qui fait un conglomérat justement d'indépendants pour promouvoir des jeux. Donc voilà, c'est à la frontière, je vais dire, mais finalement le débat n'est presque pas là. Oui, c'est pour ça que je vois ce débat en ce moment sur les réseaux sociaux, mais je comprends pas, je vois pas l'intérêt. Je l'espère juste ne pas gagner le meilleur jeu indé. Ça c'est parce que je trouve que ça biaiserait un peu le truc. Mais en tout cas, en tant que nommé pour les jeux de l'année, c'est incontestable que Clair Obscur a toute sa place. Et selon toi, Kira, la question, tu t'en doutes que j'allais te la poser, est-ce que tu penses que Clair Obscur va gagner cette année ? Moi, je pense. Je pense que sans trahir évidemment tes souhaits. Sans trahir mes souhaits à moi, je pense que le jeu a toutes ses chances de gagner. Déjà, c'est le jeu le plus nominé cette année. Il y a eu 12 nominations de mémoire. Ouais. C'est un jeu qui a énormément fait parler, et là où je suis assez surpris, c'est que souvent les jeux qui sortent en début d'année, quand on arrive en période de Game Award, c'est des jeux qu'on entend moins malheureusement, et là je trouve qu'on en entend encore toujours parler. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de marketing cette année, il y a énormément de bouche à oreille, les créateurs étaient interviewés dans des émissions de télé ou même dans des émissions sur YouTube. On a également les concerts symphoniques. Je crois qu'ils ont fait l'ouverture du Paris Game Week de mémoire, ou Tokyo Game Show, je sais plus, un des deux.
c'était pas la Summer plutôt ou la Summer, je sais plus. Ils ont fait l'ouverture d'un grand événement, oui, voilà, donc voilà, et voilà, c'est quand même un jeu qui a su toucher beaucoup de gens, même des gens pas spécialement fans de ce type de jeu. J'en suis le premier concerné d'ailleurs, donc c'est pour ça, c'est le grand favori et je suis pas étonné. Bon, moi, je pense qu'il gagnera aussi, Kira. C'est presque le jeu de l'évidence. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais bon, il y a une telle communauté derrière le jeu. Et Jeff Keighley le disait, et je trouve ça intéressant. C'est la première fois. Enfin, il a atteint un nombre de votes record sans précédent avec une rapidité. Sur Clair Obscur, ouais. Pas forcément sur Clair Obscur, mais en général, tu vois, il a obtenu un nombre de votes parce qu'il n'a pas trahi évidemment le classement. Mais au global. Son site est tombé plusieurs fois, ce qui arrive pas. Je n'ai même pas réussi à voter encore. Ouais, moi j'ai galéré, je l'ai fait au travail, ça ramait à fond et tout. Oh, bravo. Non, c'était sur ma pause déj. Je disais au travail parce que j'étais sur site, mais il a eu des crashs et tout. Enfin, en tout cas, cette année, il y a eu une énorme ferveur autour des votes. Est-ce que c'est parce qu'il y a Clair Obscur et les gens veulent absolument manifester leur amour pour le jeu, ou c'est au contrario parce que ils veulent faire vivre aussi d'autres jeux à côté, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Et tu le disais aussi tout à l'heure, 12 nominations pour Clair Obscur, donc ce qui fait de lui le premier. 2 ex-aequo ensuite, il y a Death Stranding 2 et Ghost of Yotei, pardon. Ensuite, Hades 2 avec 6, Skillsong avec 5 et Split Fiction avec 4. C'est vrai que si dans cette liste-là, il y en a un que j'aurais aimé voir, c'est Split Fiction. Pas forcément un goût perso, mais parce qu'il est sorti en début d'année et parce qu'il a ce côté un peu multi que j'aime bien. Et puis voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Kira. Juste pour en revenir à Clair Obscur, en fait, c'est donc, tu le sais, j'ai été en formation dernièrement avec des personnes, un groupe très très hétéroclite, donc essentiellement vraiment pas du tout des gamers, et en écoutant ce qui est là, en fait, voilà, il y a 3 personnes qui ont commencé à jouer, peut-être même pour la première fois, les écouter vraiment sur Clair Obscur, en fait. Donc c'est vraiment que ce jeu a su fédérer, mais en plus même a donné envie à des gens de découvrir le jeu vidéo grâce à ça. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans le milieu du jeu vidéo, en tout cas de ce que je me souvienne. Et est-ce que tu trouves que dans cette liste, il y a un grand absent, selon toi? Moi, je l'ai dit un peu en avance, avant que je te pose la question, c'est Split Fiction, moi, que je trouve pas très représenté dans cette nomination, cette année, à part 4 nominations. Mais toi, est-ce que tu as un jeu que tu aurais aimé voir? Non, du tout. Je suis très content de la sélection. C'est peu ou prou ce que j'imaginais comme sélection sur cette année. Voilà. Beaucoup de mes jeux GOTY de cette année ne sont pas du tout de cette liste, mais je sais que ce ne sont pas des jeux sur le papier qui mériteraient de figurer au GOTY. C'est plus des GOTY subjectifs, tu vois, pour moi. Ouais, donc c'est pour ça que je ne suis pas choqué de ne pas les voir. Donc non, ça me semble être une bonne sélection. Et enfin, pour terminer avec les chiffres, j'avais préparé un truc, c'est pour ça que je buguais tout à l'heure, je savais plus ce que je voulais dire. Donc, les éditeurs ou les développeurs les plus représentés, donc il y a 19 nominations en tout pour Sony, donc principalement portées par Death Stranding et Ghost of Yotei, on l'a dit tout à l'heure. 13 nominations pour Kepler Interactive, et eux, c'est le fameux éditeur derrière Clair Obscur. 10 nominations Electronic Arts, c'est Microsoft, et je crois que Microsoft est un peu représenté par Indiana Jones et les performances vocales. Je crois ils sont sur ce segment-là, Indiana Jones. Je sais plus si tu te souviens, Kira, mais il me semble qu'ils sont là. Alors, je l'ai vu, mais je sais pas si c'est pour la performance vocale ou la performance de son doubleur principal. Ouais, bah c'est ça que je voulais dire, mais c'est peut-être ça, je sais plus, mais je les ai vus passer. Mais je t'avoue, Microsoft pour moi en ce moment, ça passe un peu sous mon radar. Sous les radars. Bah, et c'est vrai que je m'étais surtout concentré vraiment sur les jeux indépendants. J'aime bien l'accessibilité aussi. Bon, là, Microsoft, pour le coup, ils sont souvent bien mis en avant dans cette catégorie. Mais voilà, c'est vrai qu'à côté, pour moi, ça reste des prix mineurs, on va dire. Et c'est pas le genre de choses que vraiment je me concentrais dessus dès le début. J'avoue que ce qui compte, c'est surtout la nomination du jeu de l'année. Et ensuite, je voulais dire Sega, Supergiant et Team Cherry qui sont derrière Hollow Knight. Donc voilà, pour un petit panorama de cette année des Game Awards. Donc on va débriefer évidemment qui va gagner.
Et on fera la Taverne du Gamer Awards en toute fin d'année. C'est généralement notre toute dernière émission. La dernière émission, ouais, où là, vous aurez nos GOTY à nous. Et en effet, il y a certainement des surprises parce que j'aime bien ce que tu disais des GOTY subjectifs et on sera un petit peu là-dedans tous les deux, je pense. C'est le moment de parler d'un petit peu d'Assassin's Creed. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Assassin's Creed. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, j'avais parlé d'un DLC gratuit qui était entre guillemets au stade de rumeur à l'époque, qui était financé d'ailleurs par l'Arabie Saoudite. Et on nous avait dit que c'était que des rumeurs, qu'on avait, on va dire, propagé ce genre de rumeurs qui étaient infondées et tout. Sauf qu'au final, il s'avère que ce DLC est bien sorti. Donc ça s'appelle Valley of Memory. Alors on enregistre le jeudi, il est sorti mercredi, donc hier. Ah, ouais. Donc c'est une aventure inédite qui prend place avant la fin de l'histoire principale et qui révèle un rebondissement majeur. En fait, c'est que Basim découvre que son père, qu'il pensait mort depuis longtemps, pourrait finalement être, peut-être, je mets bien des guillemets, il met le cap sur Alula, une région mystérieuse mêlant oasis, ruines secrètes oubliées au fin fond du désert. Au programme, donc, on a une nouvelle map. Donc, c'est un vaste territoire inspiré de l'âge d'or d'Abbasside. C'est un petit coin, comme une sorte d'oasis, on va dire, resté hors du temps. Le lieu se divise en 2 zones distinctes. Donc, on a la terre des morts qui se trouve au nord, qui est voilà, qui est plus sombre et plus hostile que la terre des vivants, qui est au sud et qui est plus lumineuse, ouverte. Donc chacune va offrir une ambiance différente et va surtout apporter de nouvelles possibilités d'exploration. En plus de la quête principale de ce DLC, il introduit donc une nouvelle série d'activités annexes et surtout des activités donc à la fois inédites, mais ils vont aussi revisiter certaines activités qui étaient dans le jeu de base. Donc ils ont modifié un petit peu le principe de ces activités secondaires. La mise à jour apporte également donc des améliorations au parcours qui gagnent en fluidité et en précision, surtout grâce à l'ajout du saut libre. Donc ça, c'est ce qui manquait. Maintenant, on va pouvoir sauter comme on veut dans la direction qu'on veut. Donc si on veut faire un saut en arrière ou des sauts latéraux, ce serait possible. Là où c'est intéressant, c'est que ces modes de saut sont facultatifs. C'est-à-dire, on peut rester avec le jeu de base, voilà, ou alors on peut aller l'activer directement via le menu pause. Autre nouveauté majeure, donc la rejouabilité des missions qui était demandée. Donc maintenant, c'est possible de relancer les contrats et les missions principales, donc soit depuis les séquences de l'Animus, ou alors via les icônes sur la map directement. Ah ouais, okay. Ils ont intégré un New Game Plus également et 2 nouveaux modes de difficulté, donc supplémentaires, dont un mode permades en fait. Et chaque mode de difficulté va rajouter des récompenses spécifiques à ces modes-là. Sympa, je trouve ça cool ça, le permades. Carrément. Et pour finir, donc ils ont ajouté un nouveau, en gros dans Assassin's Creed Mirage, on pouvait améliorer nos outils jusqu'à 2 niveaux. Et donc là, ils ont rajouté un 3e niveau d'amélioration, ce qui permettra de leur donner plus de puissance, plus de force, ou au contraire mettre du poison, des choses comme ça. Donc je trouve qu'avec Valley of Memory, Assassin's Creed Mirage gagne quand même en profondeur. C'est limite le jeu définitif. Il y a toujours l'effet Early Access si cher à Ubisoft, on va dire. Mais je trouve que c'est un bon mood de la part d'Ubi d'offrir ce contenu qui est encore une fois gratuit. Et ça encourage à relancer le jeu. Donc moi je vous le conseille, je l'ai lancé un petit peu tout à l'heure. J'ai pas le temps de me faire Assassin's Creed parce que je suis déjà sur le Shadow. Mais je voulais voir un petit peu à quoi ressemble cette nouvelle map. Et franchement, c'est très cool. Donc, si jamais vous le faites ou quoi, et que vous voulez nous en parler sur les réseaux, surtout n'hésitez pas. Écoute, je trouve que c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Je sais que Mirage, tu l'avais quand même bien aimé, malgré les petits défauts d'intelligence artificielle de mémoire. Ouais, l'intelligence artificielle et l'infiltration. C'est le premier truc que j'ai fait. Je suis arrivé, je me suis mis dans un buisson, j'ai sifflé, j'ai buté 10 mecs. Je me suis dit, ça par contre, ils l'ont pas changé. Tu retrouves tes marques, quoi. Mais ils ont quand même un peu modelé les choses de fond, tu disais, sur les quêtes secondaires. La partie parcours, surtout, c'est important. Ouais, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça cool. C'est gratuit pour les joueurs. Donc, c'est financé, tu le disais, par le PIF, non? On les appelle le conglomérat. Le PIF, le PAF. Le PAF, le PIF, le POUF, on ne sait plus. Mais en attendant, ils sont très présents en ce moment. Ouais, ils sont dans la. Ouais, ils sont sur un autre achat là. C'est Warner ou je sais plus quoi. Ils sont sur le rachat de Warner et d'ailleurs, je voulais t'en parler parce que ils ont annoncé que si jamais ils rachetaient Warner, ils allaient faire de gros changements chez DC Comics. Ah. Donc ça se trouve, ils vont renouveler, ils vont créer un nouvel univers étendu. Ils vont faire quoi? On sait pas.
Ce serait intéressant de suivre ça. 3 univers étendus en 10 ans, normal. Ici, ils ont un peu morflé quand même, mais après, à voir. Mais ouais, j'avais cru que pour 70 milliards, enfin bon, bref, des sommes astronomiques. Indécent. Mais en tout cas, revenons à nos moutons et Assassin's Creed Mirage. Bah ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'ils le fassent vivre sur la durée. Parce qu'un Assassin's Creed a besoin de ça, je trouve. Surtout qu'en termes d'image, ça les sert plutôt le fait que le DLC soit gratuit. Donc là-dessus, je dirais carton vert pour Ubisoft cette fois-ci. Surtout qu'en plus, Assassin's Creed, au départ, ça devait être un DLC. Finalement, donc c'est un standalone. Il coûtait moins cher que les autres. Et c'était un peu un jeu anniversaire qui promettait de retrouver les vibes Assassin's Creed à l'ancienne. C'est vrai que le jeu a mine de rien beaucoup plu et c'est très bien vendu. Il s'est d'ailleurs même mieux vendu que Assassin's Creed Shadow. Et donc le fait d'offrir en plus un DLC gratuit, c'est quand même remercier la communauté de fans. Franchement, ouais, bon mood. Carrément. Et donc ceci clôture la partie actualité de la semaine. Donc voilà, on a fait quand même notre durée presque habituelle sur deux actus qui étaient importantes. Passons sur un test, une chronique de Super Mario Bros. Donc sur Famicom, hein, c'est sur NES que le premier est sorti. Et ce sera l'occasion de voir comment Nintendo a fait perpétuer cet héritage de Super Mario Bros. Qu'il a apporté au monde du jeu vidéo et à Nintendo. Et en effet, tu le disais, ça me permet un petit peu de digresser vers le musée Nintendo parce qu'il y a un lien, et aussi le parc Universal que tu aurais beaucoup aimé, je pense, parce qu'il y a toute une partie Jurassic World que tu aurais beaucoup kiffé. Mais avant ça, la musique emblématique, Kira, je pense que tu peux même la faire à la volée, cette musique très connue de Super Mario Bros. Après cette musique extrêmement connue que l'on doit à Koji Kondo qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, retour le 13 septembre 85, ça nous rajeunit pas, tu étais né 85, j'étais né. J'étais tout petit. Tu étais tout fraîchement né et moi pas encore. Et c'est à cette date que le jeu sort sur Famicom, donc Famicom que l'on connaît en France sous le nom de NES, donc la première. Le jeu est sorti un peu plus tard d'ailleurs chez nous. Et il est créé évidemment par Shigeru Miyamoto et son équipe de 8 personnes. Donc ils n'étaient pas très nombreux à l'époque. Et ces 9 larrons s'imaginaient pas qu'ils allaient créer évidemment un monument du jeu vidéo qui est jouable d'ailleurs, parce que j'y ai rejoué quand même pour les besoins de cette chronique. J'ai joué sur navigateur. Alors je suis pas certain que ce soit très officiel cette histoire-là, mais sachez-le, si vous ennuyez pas au travail, je l'ai pas fait au travail cette fois-ci, mais si vous ennuyez au travail, Kira, tu peux lancer ton petit navigateur Chrome et jouer à Super Mario Bros. Mais encore une fois, je sais pas si tout ceci est très légal. Oui, ça me paraît un peu. Surtout chez Nintendo, c'est bizarre qu'ils aient pas déjà un procès au cul, des tueurs à gages devant chez eux et qu'ils n'aient pas été kidnappés. J'avoue. Je suis plutôt de cet avis-là. Mais bon, voilà, vous avez l'info. On peut aussi jouer à Doom sur navigateur. Voilà, vous avez cette deuxième info. Et donc, un gameplay révolutionnaire à l'époque, puisque on incarne notre petit Mario, Luigi pour le deuxième joueur, et on traverse le royaume champignon que l'on connaît très bien, en sautant sur les ennemis, en évitant les pics, pour sauver la princesse des griffes de Bowser. Donc j'ai résumé évidemment le scénario de Mario, mais bon, à l'époque, on n'en tenait pas rigueur, je pense. On peut même dire, Kira, je pense qu'à l'époque, c'est plutôt novateur d'ajouter ce petit aspect narratif, bien que totalement anecdotique, parce qu'on était plutôt sur du jeu arcade où c'était le scoring qui comptait tout à fait. Qui prédominait. Exactement, dans le tout premier jeu, donc Mario Bros en 83, c'était un jeu d'arcade où là, il fallait, c'était vraiment basique et faire du score. Donc la révolution, c'est ce scrolling ou ce défilement horizontal de gauche à droite dans les 8 mondes à parcourir. Et surtout, Kira, premier point, il n'y avait que 2 boutons à l'époque. On saute, on court. On saute évidemment. On court avec cette espèce de petite inertie, tu sais, qui est propre au personnage quand on prend de la vitesse, ou même les divers degrés de saut. Finalement, ce qui constituait un gameplay extrêmement simple, mais
assez technique. Je sais pas si tu y as rejoué récemment à Super Mario Bros. C'est l'année dernière où je l'ai relancé sur ma Super NES Mini, parce qu'il est dedans. Et un peu plus légal cette affaire, déjà c'est mieux. C'est même complètement légal pour le coup. Bah, après j'ai mis 200 jeux à l'intérieur, c'est un peu moins légal. Mais, oui. Mais non, pour le coup le jeu que j'ai dedans, celui-là est légal. Et oui, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, la fameuse inertie de Mario, qu'on a dans tous les Mario, sauf le 2, mais le 2 c'est un cas à part. Qu'on retrouve vraiment cette sensation de poids qu'a ce petit personnage. C'est la première chose que je vais dire, mais cet héritage, je trouve, et tu vas me donner ton avis, existe encore. Jouer un Super Mario Wonders, et tu sais tout l'amour que je porte sur ce jeu, c'est aussi pour une de ces raisons-là. Tu prends la manette, t'avances, tu sautes, t'as cette inertie, t'as ces petits... Après, évidemment, ils ont rajouté des éléments modernes avec les fleurs prodiges, etc. Mais est-ce que, plus de 40 ans après, l'ADN n'est pas encore un peu là? Bah, c'est même complètement là. On sent déjà qu'ils ont posé les premières pierres de ce que va être Mario dans le futur, quoi. Et donc dans cet ADN, il y a les petits champignons que l'on va... C'est vrai que je me suis jamais fait la remarque, mais c'est un peu bizarre de dire que Mario bouffe des champignons et après se sent plus vaillant. Bah, je pense que c'était la mode à l'époque. Il y avait un côté un peu psychédélique qui sortait des années 60. Bon. Pourquoi le champignon? J'ai pas creusé, mais il y a peut-être un truc à faire là-dessus. En tout cas, les fleurs qui permettaient de lancer des petites bouboules de feu. Les étoiles qui rendent invisibles, les champignons one-up pour gagner une vie supplémentaire, et surtout toute l'intelligence de Shigeru Miyamoto, on la retrouve dans son tutoriel invisible, et bon sens que ça ferait du bien d'en avoir davantage. Je m'explique, le niveau 1, en fait, c'est un niveau où tu apprends les mécaniques par l'échec, où tu les apprends par déduction. Le premier Gomba qu'on va croiser, il est dur à éviter, te poussant tout de suite à sauter, et hop, bah ça y est, je sais que je peux sauter. Le premier champignon, tu peux quasiment pas le rater parce qu'il est dans ta ligne de saut et tu l'as très facilement. Ça te tient, je sais que je peux grandir en prenant un champignon. Les tuyaux, dès le premier niveau, plus ou moins grands, te permettant d'apprendre progressivement la gestion de la hauteur des sauts. Et bah ça, c'est des éléments, je trouve, hyper subtils et intelligents pour créer un tutoriel plutôt que de nous bassiner. Je déteste les tutoriels dans les jeux. Et ça, je trouve que malheureusement, c'est un petit peu perdu. C'est vrai, maintenant, il faut que tout soit explicite, quoi. Ouais, faut vraiment accompagner. Après, voilà, c'est de l'accessibilité, mais ça a ses limites, je trouve, parfois. Et enfin, dans l'ADN de Mario, et ça a été découvert un peu sur le tard. Il faut se rappeler que pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez, il n'y avait pas Internet à cette époque, Kira. Et pourtant, il y avait des tuyaux cachés, il y avait des warp zones qui permettaient de passer d'un monde à l'autre. Dès la première zone, d'ailleurs, je crois que dès le niveau 1-2, on peut prendre une petite Warzone cachée. Et ça rajoutait une profondeur et une découverte qui faisait parler du jeu. À la récré, tu disais, waouh, j'ai découvert un truc, quoi. Et ça, c'est un des éléments évidemment ludiques très forts de Super Mario Bros. Donc, ceci étant dit, pourquoi le jeu a rencontré un tel succès selon toi, Kira? Parce que déjà, il était abordable. Ouais. Donc ça déjà ça aide. Mario existait déjà avant, il s'appelait pas Mario, mais comme il était connu avec Donkey Kong, ça a permis de faire, je pense, une passerelle avec ce jeu qui a ô combien marché à l'époque. Et puis parce que la NES a été un grand succès, tout simplement. C'était le fleuron de chez Nintendo à l'époque. C'est la console qui a relancé le jeu vidéo après le crack de 83. Exactement, j'allais le dire. Mais même Super Mario Bros a contribué à sauver le marché américain du crack en 83. Il a imposé la NES comme une console de référence mondiale, mais surtout, il l'a fait rentrer dans les foyers avec cette image de ce n'est pas que pour les enfants. Et ça, c'est quelque chose que l'on dit aussi, je trouve, beaucoup pour Nintendo encore aujourd'hui, c'est qu'ils font des jeux qui s'adressent à tout le monde. Et c'est un héritage de ce Super Mario Bros. Qui a fait son succès là-dessus. Et je trouve que c'est fort, tu vois, encore une fois, 40 ans plus tard, que cet ADN subsiste. Il y a des fanboys chez Nintendo. Et pas que. L'ADN de Nintendo qui en découle, et là il y a une phrase que j'aime beaucoup de Shigeru Miyamoto parce qu'elle va nourrir tout le propos qu'on va développer après, donc je la fais pas en anglais, mais c'est « et si tout était fun ?» Et c'est aussi quelque chose que l'on attribue volontiers à Nintendo, c'est cet aspect ludique où finalement le gameplay prime sur le reste, parfois d'ailleurs au détriment du reste. Je parlais tout à l'heure la narration très
légère du jeu, si je puis dire. Mais c'est parce que ce qui compte avant tout, c'est le gameplay et surtout s'amuser. C'est un héritage de Super Mario Bros. Et c'est surtout quelque chose qui définit l'ADN de Nintendo encore aujourd'hui. Complètement d'accord. L'ADN de Nintendo, c'est le fun avant tout et le côté ludique. Et c'est ce qui démarque Nintendo à l'heure actuelle, on va dire, de ses concurrents qui, eux, centrent essentiellement leur jeu quand même sur la technologie, parfois même au détriment du gameplay. Et tu le disais tout à l'heure par rapport au rien que le principe d'avoir un tuto intégré au premier niveau, de façon totalement ludique et immersive, c'est quelque chose qu'on retrouve plus, sauf encore une fois chez Nintendo, quoi. Merci beaucoup, Kira. À chaque fois, tu dis ce que je veux précisément que tu dises, et pourtant, on n'a pas répété. Kira découvre ma chronique en même temps, mais tu parlais du détriment de la technologie, et c'était ça, j'avais anticipé que tu dirais, parce que oui, l'innovation prime souvent avant le reste. Donc, moi, il y a une console que j'ai beaucoup aimée chez Nintendo, qui est la DS. Je sais pas d'ailleurs si tu avais été très DS, mais oui, j'ai beaucoup joué sur DS. Ouais, j'ai trouvé encore une fois, et dans le marché, c'était assez clair qu'ils ne misaient pas sur la technique, parce que oula que ça pique, hein, la DS encore aujourd'hui. La 3DS c'était mieux, mais la DS, franchement, les jeux DS, ils sont quand même sacrément moches. Mais il y avait cette idée innovante qui a fait le succès de Nintendo, qui l'emmenait vers la Wii. Bon, on ne parlera pas de la Wii U. Une petite sortie de route. Petite sortie de route. Et aujourd'hui, Nintendo capitalise sur tout ça, sur cet ADN, sur cet héritage qu'il a pris de Super Mario Bros. Surtout en étant présent partout. Et c'est ça aujourd'hui, le Nintendo d'aujourd'hui. C'est un Nintendo qui se crée un écosystème au travers de Nintendo Music. Je crois qu'on utilise tous les deux. Oui, un petit peu de temps en temps, moi je l'utilise. Avec tout plein de musique de Nintendo, évidemment. Il y a le Nintendo Today, qui est un calendrier qui, maintenant, ça y est, d'ailleurs, Kira, il est synchronisé avec nos autres calendriers. Je sais pas si tu avais... Alors, j'ai pas vu, je sais que je l'utilise parce que je l'ai mis dans mes widgets, mais non, j'ai pas vu qu'il était synchronisable. Bah ça y est, maintenant, tu peux activer la fonction synchronisée, donc tu as tes propres trucs à toi qui arrivent dessus. Ouais, c'est bien, donc ça rend le truc encore plus intéressant. Il y a la nouvelle application du Nintendo Store qui est sortie récemment, il y a 2-3 semaines, je crois. Donc, il se crée vraiment un écosystème intégré pour être partout dans les foyers, parce que Nintendo, c'est ça, hein, c'est être présent partout. Dans les stores, quand je suis allé au Japon, et c'est là ma transition sur le reste, quand je suis allé au Japon, donc j'ai fait beaucoup de Nintendo Store. D'ailleurs, c'est rigolo, tu peux leur donner ton téléphone et ils t'enregistrent comme quoi tu es bien allé dans le store à Tokyo, à Osaka, etc. Et leur magasin est bien fait, Kira, parce que ils se servent de leur licence comme des thématiques pour leurs goodies, pour ce qu'ils ont à vendre. Pour te donner un exemple, Pikmin, c'est leur licence où ils vont te vendre plutôt des objets de déco, plutôt des vases, normal, hein, tu vas me dire, c'est un côté un peu en extérieur, Pikmin. Ils vont se servir d'Animal Crossing plus pour les trucs cocooning, t'as des petites chemises, t'as des petits trucs... tu vois, ils se servent vraiment dans leur store des licences pour porter un petit peu l'ADN de celle-ci au travers de leurs goodies. Et quelque chose qui m'a marqué, je ne savais pas, c'est qu'ils font aussi beaucoup de goodies naissance. Donc, tu as des hochets, tu as des petits chaussons pour bébé, etc. Mais pourquoi ils font ça ? C'est vraiment pour être présent, tu vois, au plus tôt possible dans la vie c'est ça, pour créer une nouvelle clientèle le plus rapidement possible. Et ouais, exactement. Comme a su le faire McDo à l'époque. Maintenant, les gens connaissent beaucoup McDonald's parce que pour eux, McDonald's, ça leur rappelle quand ils étaient petits. Peut-être qu'ils fêtaient leur anniversaire là-bas ou quoi. Et c'est vrai que fédérer un public jeune, ça joue sur la nostalgie beaucoup plus tôt, en fait. Mmh. Et leur héritage, donc qui est pour moi quelque chose de très important, ils surfent énormément là-dessus. Certains, et voilà, c'est quelque chose qui se défend, ils ont une énorme communauté, une très grande fanbase liée à cet héritage et ils en jouent énormément. Mais leur héritage fait partie intégrante de ce qu'est Nintendo aujourd'hui. Et donc, il y a ce fameux musée Nintendo, donc pour l'avoir visité près de Kyoto. Donc, pas de bol, il pleuvait énormément. C'était la seule journée où on a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Mais ça va dans le musée, je vous rassure, il ne pleut pas. Et Kira, le musée, franchement, t'aurais
adoré. C'est très très kiffant parce qu'ils ont fait des univers en fait. Donc tu as ton univers NES où tu retrouves tout un tas de jeux NES avec la console, tu sais, ouvert où tu vois les composants à l'intérieur, etc. Directement, ouais. Ouais. Et tu as cet univers NES, Super NES, Game Boy, toutes les consoles y passent, même les plus obscures. La mince, tu sais, celle qui est sortie là récemment sur le store, là, celle en 3D. Virtual bizarre, Boy. Là. Ouais, merci. Même la Virtual Boy. Inédite en France encore. Ouais, et ben il y a le petit univers de cette console-là. Donc c'est vraiment un régal. Il faut aimer le jeu vidéo évidemment, mais surtout, ce n'est pas qu'un musée. Et ils ont rajouté quoi? On peut rejouer à des vieux jeux directement dedans. Donc il y a des petites bornes où tu peux jouer. Ils ont rajouté tu peux te servir, tu sais, des flingues qu'il y avait sur la Super NES, le gros bazooka, là. Je crois que tu l'avais eu, toi, d'ailleurs. Je me demande si c'est pas toi qui l'avais eu. Oui, c'était sur Super Nintendo que je l'avais eu, une espèce de bazooka que tu avais pour pouvoir tirer. Voilà, bah je me souvenais bien que tu l'avais eu. Bah ça, tu peux le tester en conditions réelles sur le jeu. Tu as des mini-jeux où tu peux jouer au baseball et tout. Ils ont rajouté tout un aspect hyper ludique à l'intérieur de leur musée. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est que Shigeru Miyamoto lui a dit tout doit être fun. Donc même dans leur musée, tu vois, ils ont intégré tout un floor, tout un étage où tu peux que t'amuser et pas forcément profiter de la partie exposition. Et ça, je trouve que c'est plutôt très malin. Oui, puis en plus, ça leur permet de tester, voir comment les gens sont réceptifs à ces anciennes technologies, on va dire, pour tout simplement les ressortir. Hein. C'est ce qu'ils ont fait avec la Virtual Boy. Et dans le musée, ils n'hésitent pas à rappeler aussi qu'ils ont d'abord fait des cartes. Ils ont fait d'abord des jeux de cartes, ils ont fait des jeux aussi pour enfants, des jouets pour gamins. Enfin, ils ont fait tout un tas de choses. Et donc, tout ça, le musée le retrace et c'est plutôt cool. Et aussi, je suis du coup allé au parc. Donc, c'est un parc Universal. C'est pas qu'un parc Super Mario, c'est un parc Universal. Oui, c'est une dépendance du parc Universal. Ouais. Exactement, où tu as un petit parc dans le parc. Parce qu'il n'est pas tout le temps accessible. En fait, il faut vraiment s'inscrire. Franchement, ça a été la course. Il faut vraiment courir presque pour y aller parce que quand il y a trop de monde dedans, il ferme et tu as plus accès à ce petit parc Nintendo. D'ailleurs, il faut aimer le monde. Il y avait vraiment énormément de monde. Ouais, dans ce genre de choses, c'est comme Disneyland. Hein. Quand il va, c'est blindé, quoi. Et donc, il y a plein de grosses licences. Donc là, franchement, pour toi, Kira, il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Jurassic, il y avait Les Dents de la Mer. Il y avait tout plein de trucs que tu kiffes de fou, avec des attractions super. Et tu avais ce parc Nintendo avec quelques attractions, donc Donkey Kong, il y avait du Mario Kart, etc. Mais surtout, tu rentres dedans, tu avais tout de suite les décors Nintendo. Mais tu avais le château de la princesse Peach, le château de Bowser, tu avais les champignons partout. Enfin, c'est hyper bien décoré, c'est très très cool. Le gros point noir, je l'ai dit, c'est le monde, c'est vraiment dur. Et là où ils ont rajouté leur petite touche Nintendo, qui ira toujours dans cet esprit de Super Mario Bros qu'ils avaient à l'époque, c'est que tu peux t'acheter un petit bracelet et tu as plein d'éléments de décor interactifs. Donc avec ton bracelet, tu vas le passer sur un bumper que tu vas taper dedans et ça va te rajouter des trucs dans ton application, etc. Ils ont rajouté un vrai côté très ludique à l'intérieur de leur parc. Côté jeu vidéo, quoi. Ouais, un côté jeu vidéo. Et là encore, j'ai trouvé que c'était un tour de force, tu vois, vraiment très, très intéressant. Et autre fait intéressant, ce parc Universal a existé avant qu'il y ait ce mini parc Nintendo à l'intérieur, parce qu'il est quand même vrai. Oui, parce que le parc Nintendo, c'est beaucoup plus récent. Ouais, c'est plus récent. Il est vraiment plus petit. Hein. C'est tout petit même. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont augmenté la fréquentation de plus de 20% sur le parc. Et beaucoup de gens y vont que pour ça. Moi, personnellement, j'y suis allé, tu vois, vraiment que pour ça. Parce que, et j'en arrive à la conclusion, Nintendo, c'est un petit peu ça. Nintendo, ce n'est plus que de jeux vidéo. Et même certaines licences existent surtout au travers du merchandising, des goodies, etc. Il y a le film, on sait qu'ils investissent beaucoup dans le cinéma, ils ont leur parc d'attractions, ils ont leur musée, et tout ça sans renier leur héritage. Donc, en conclusion, je dirais que Super Mario Bros 85 a défini l'ADN de Nintendo qui persiste encore aujourd'hui, donc l'accessibilité, la créativité, l'innovation par le gameplay plutôt que la technique, donc ça c'est Kira qui le dit même, et le plaisir de jouer avant tout. Et vous l'avez vu, dès qu'il y a du
dès qu'il y a du Nintendo, il doit y avoir un aspect ludique. On entend tout le temps dire... C'est important, oui. Ouais, on l'entend tout le temps dire, Kira, et on le dit même nous dans la taverne du gamer, Nintendo sont à part, ils sont à part dans cette industrie, ils cultivent ce côté être un petit peu à part parce qu'ils ont cette philosophie grand public, et aujourd'hui ils misent sur l'expansion tout azimut, donc ils ont les applications mobiles, ils ont, je l'ai dit, le parc, les films, etc. Mario est devenu une mascotte pop culture à part entière, plus que de jeux vidéo même. Et surtout, Nintendo entretient son héritage avec l'ouverture de ce musée, mais surtout au travers de tout ce qu'il construit. Donc Shigeru Miyamoto l'avait dit, et si tout était fun, et je trouve qu'il ça colle bien au Nintendo d'aujourd'hui. Donc voilà, Super Mario Bros, 40 ans plus tard, on peut le dire, je pense, un des jeux les plus influents du monde du jeu vidéo. Je pense ne pas me tromper en disant ça. Là-dessus, non, je pense que tu te trompes pas, en effet. On va rester dans un petit univers enchanteur où les gens ont certainement consommé aussi des champignons. Donc, tu vas nous parler de Victor Frankenstein et son monstre, pour une très belle chronique, j'en doute pas. Film qui est sur Netflix, sorti il y a 2 semaines, c'est ça ? C'est ça, ouais. Il y a à peu près 15 jours sur Netflix, je l'ai vu Day One. C'était l'occasion d'en parler, justement, et de faire une chronique là-dessus, parce que je sais que tu aimes beaucoup le monstre de Frankenstein. Ouais. J'aime beaucoup le monstre de Frankenstein également, donc je me dis ça va être l'occasion de donner, pourquoi pas, envie à des personnes de voir ce film, surtout que sur Netflix c'est quand même beaucoup plus accessible, on va dire, qu'au cinéma. Et c'est la 2e fois qu'on parle de Frankenstein, puisque j'avais fait une chronique sur une BD aussi qui est très très bien chez Glénat. Exactement, tout à fait. Donc je vous ai sélectionné un petit morceau de la BO, donc BO d'Alexandre Desplat d'ailleurs, qui s'est pas mal surpassé sur celle-ci, et puis j'attaque juste derrière. Allez. Il existe des projets de cinéma qui semblent, dès leur conception, habités par une forme d'inéluctabilité. Des films que le destin retarde, contourne, bouscule, mais qui au fond sont appelés à exister. C'est juste pas le bon moment. Frankenstein de Guillermo del Toro appartient à cette catégorie. Pendant plus de 25 ans, le cinéaste mexicain a porté en lui ce rêve, adapter le roman de Mary Shelley, celui qui a d'une certaine manière façonné tout un pan de son imaginaire. Et si Del Toro est connu pour ses créatures, ses contes gothiques que j'appellerais de l'horreur merveilleux, Frankenstein n'est pas qu'un simple texte parmi d'autres pour lui. 3 romans ont façonné son cinéma. Pinocchio, qu'il a adapté déjà l'année dernière, Les Montagnes hallucinées, donc autre arlésienne du réalisateur qui, j'espère, verra le jour dans quelques temps. D'ailleurs, on retrouve un petit peu d'imagerie des Montagnes hallucinées, du moins comment moi je me la représente dans ce Frankenstein. Et là, actuellement, bien sûr, il fait ce film Frankenstein. Del Toro a raconté maintes et maintes fois, dans des interviews, avoir tenté encore et encore de monter Frankenstein, mais comme le projet Les Montagnes hallucinées se fut tombé à l'eau à chaque fois. Il en avait même dessiné les personnages, les décors, avant l'aboutissement du projet. Il a fait énormément de storyboards. Il a également écrit plusieurs versions du scénario, souvent retravaillées, entre 2 films au fur et à mesure de sa prise d'XP dans le domaine, si tu vois ce que je veux dire. C'est beau. Et surtout de son évolution personnelle aussi, parce que mine de rien, Del Toro a une écriture qui est liée beaucoup à sa vie de tous les jours, sa vie de famille, son passif, et ses scénarios changent aussi en fonction de cette évolution. Il avait même envisagé à une époque de tourner une mini-série plutôt qu'un long métrage, tant une adaptation fidèle au roman lui semblait inconcevable. Car avant d'être un réalisateur, Del Toro, c'est avant tout un gros fanboy. Donc, dans le sens le plus noble du terme, c'est un lecteur passionné du roman de Shelley qui a découvert ce roman adolescent. C'est un peu sa Bible à lui, si tu veux. C'est de la manière dont il en parle. T'as vraiment l'impression qu'il adule cette œuvre. Et surtout, c'est quelqu'un qui tôt, voire même très tôt, donc il a découvert ce roman dans l'adolescence, a imaginé ce que serait son monstre, sa créature de Frankenstein, sa version d'une histoire qui a été mille fois racontée. Oui, parce que c'est bien ça l'intérêt de Frankenstein, c'est qu'on peut se l'approprier
même s'il y a évidemment des thématiques incontournables, mais chaque auteur peut avoir son propre monstre. Et finalement, ce canevas de monstres correspond parfaitement à la nature même de ce qu'est le monstre de Frankenstein. Donc c'est cohérent dans la démarche, surtout s'il apprécie énormément le roman. Je suis pas... Après, en plus, c'est pas exagéré de dire que Frankenstein est sans doute le film le plus personnel de sa carrière. Ce que l'on voit à l'écran, ce n'est pas seulement une adaptation, c'est un exorcisme artistique. Un rêve de jeunesse devenu réalité, donc tardif, certes, mais c'est plus un tribut, une déclaration d'amour à une œuvre fondatrice. Et tout ce que Del Toro a toujours voulu incarner dans son cinéma, donc c'est une œuvre qui tombe pile poil au bon moment. Lorsqu'un film est aussi attendu et que sa pré-production dure si longtemps, le casting devient parfois un roman dans le roman, tu vois. Ici, l'événement le plus marquant fut le remplacement d'Andrew Garfield, donc 8 semaines avant le début du tournage, qui devait initialement incarner la créature. Un choix qui, à l'époque, avait surpris, parce que Garfield possède quand même, certes, une certaine fragilité, il a une capacité à exprimer simultanément l'innocence et la douleur. C'est quelque chose qu'il arrive à faire, mais je trouve qu'il a un physique bien trop frêle, si tu veux, quand on le compare surtout aux autres itérations du monstre. Donc le remplacer à la dernière minute, c'est déjà attendu, hein, et c'est pour des raisons assez floues, surtout qu'il est parti, c'est vraiment... il était, 2 mois avant le tournage, t'imagines, il s'est barré. Et du coup, ça a rabattu les cartes, et l'acteur qui a finalement été choisi, c'est Jacob Elordi, donc qu'on a vu dans la série Euphoria, donc série que je ne connais pas, enfin, je connais que de nom, je sais qu'elle a eu énormément de prix, c'est la série de Zendaya, et il y a énormément de fans de cette série, et en tout cas, de ce que j'ai vu dans le film, ça a l'air d'être un bon comédien. Et je trouve qu'il apporte quelque chose de très différent au monstre de Frankenstein. En fait, il est plus magnétique, il a un côté plus séduisant. Et cela a un impact profond sur la perception de la créature en elle-même, mais j'y reviendrai plus tard dans la chronique. Le reste du casting aussi entre de bonnes surprises, donc certaines évidences, bien sûr, et il y a quand même une fausse note. J'en parlerai aussi en même temps. Donc déjà parmi les points forts, Oscar Isaac, qui joue à la perfection le très peu sympathique Victor Frankenstein. Donc son physique, un poil tête à claque, tu sais, le genre à te regarder, tu sais, avec un sourire un peu narquois quand il vient de péter, donc c'est un peu le genre. Et je trouve que ça lui sied très très bien en tout cas. C'est un véritable monstre en fait dans ce film de monstre, et je sais que beaucoup de gens critiquaient le fait que ce soit lui qui joue Victor Frankenstein. Moi je trouve que c'est un très bon point dans le il a fait le job film complètement. Par contre, parmi les fausses notes, il faut malheureusement parler de Mia Goth, hein. Donc non pas que l'actrice manque d'intensité, hein, clairement elle en déborde. Je vous conseille d'ailleurs sa trilogie X-Pearl et Maxine, hein, qui sont d'excellents films, on va dire, d'horreur psychologique. Elle est très très bien dedans, mais je trouve que son personnage ici est clairement le moins intéressant du film. On sent que Del Toro voulait en faire une figure d'empathie, ça a un pont humain entre Victor et son monstre, mais l'écriture ne lui donne jamais d'épaisseur en fait. Elle n'a pas l'épaisseur nécessaire justement pour pouvoir encaisser ce pivot, on va dire, cette pierre angulaire dans l'histoire. Et je trouve que ses sentiments envers la créature se développent à une vitesse invraisemblable. On a littéralement l'impression qu'il manque des scènes pour comprendre son basculement. Donc ça donne un côté naïf à l'ensemble, et je ne serais pas surpris d'apprendre qu'un pan entier du montage, peut-être jugé trop long, hein, a disparu en post-production. Ouais, on se rejoint sur ce défaut, tu vois, sans s'être concerté. J'allais dire justement que c'était pas tant le jeu de l'actrice, mais plutôt l'écriture et globalement des personnages féminins qui est assez en retrait. Alors que pourtant, dans le roman, c'est, je trouve, moi, un élément très fort autour d'Elisabeth et tout, comment la relation se noue, se crée. Là, ils ont fait un personnage qui est plus dans la fascination un peu morbide et tout, ce qui s'entend en termes d'écriture, je le comprends. Mais c'est vrai que dans la construction narrative, j'ai trouvé les personnages féminins vraiment plus en retrait. Là où tu as un Victor Frankenstein, en effet, qui est qui crève l'écran, la bête aussi, enfin le monstre. Et moi, mon regret, tu vois, en termes d'écriture, c'est un peu comme toi, du coup, finalement, sur les personnages plutôt féminins. Ouais, pour moi, c'est la grande sacrifiée du film. Et encore une fois, il y a que 2 réelles scènes où elle est face au monstre. Et en 2 scènes, c'est limite la grande histoire d'amour, l'idylle. Et je t'avoue que moi, j'ai trouvé ça un peu niais, en fait. C'est peut-être un peu trop naïf. Et
parce que ça passe trop vite. Donc après, s'ils me sortent une version de 30 minutes de plus avec des scènes en plus, pourquoi pas, mais en l'état, voilà, c'est un peu gênant. Je vais passer maintenant à des aspects les plus faiblards du film, c'est les effets spéciaux, car Frankenstein est un mélange d'effets pratiques, donc la marque de fabrique du réalisateur, les décors en dur, somptueusement éclairés, donc ça possède une texture, une profondeur, une matérialité qui rappelle Crimson Peak, donc un autre de ces films un peu gothiques, film que je n'ai pas aimé au demeurant, mais qui avait une sublime esthétique, ou justement le sublime Nightmare Alley, donc on sent les murs humides, on devine que le métal est lourd, tu vois, on sent que la pierre est rugueuse, enfin on a vraiment cette impression de palpable, et je trouve que c'est un retour bienvenu à un cinéma plus artisanal, où on touche réellement ce qu'on voit en fait. Donc t'as les ateliers, les laboratoires, les intérieurs victoriens, donc qui composent un monde incroyablement beau, et semblent exister au-delà de la caméra. Et puis soudain, sans prévenir, surgissant parmi les hautes herbes, des effets numériques dégueulasses, donc mal intégrés, presque embarrassants, franchement, sûrement, je pense que ça a dû être sous-traité au Bangladesh à ce niveau-là. Donc chaque décor extérieur pue le fond vert mal incrusté, les loups, putain, la scène des loups, c'est un ratage total, quoi. On dirait un rendu d'animation non finalisé, avec des textures trop fluides et des mouvements flottants, tu sais, comme si le loup n'existait pas, ce qui est le cas en fait, c'est dommage. Et je trouve que ça choque, d'autant plus que ces moments côtoient souvent des plans magnifiques et entièrement pratiques. Tu vois toute la scène de la ferme, elle est très très jolie avec tu sais tous les petits rouages qu'on va trouver à côté, sauf que derrière on a un putain de fond vert avec une forêt en images de synthèse, et du coup je trouve que ça dénote et c'est dommage. Je pense que la fameuse scène des loups aurait été meilleure si elle avait été assombrie en fait, pour moins distinguer les imperfections des créatures, et le résultat c'est une expérience visuelle trop inégale, surtout sur les passages de la glace également. Tous les passages avec le bateau, dans le bateau, autour du bateau, c'est très joli, mais on voit vraiment que ils ont tourné encore une fois sur un fond vert, et c'est dommage parce que moi ça m'a sorti du film. Ouais, je comprends. Au risque de vous choquer, je ne suis pas un fan du cinéaste de Guillermo del Toro, et le film Frankenstein contient toutes ces obsessions, donc ou presque. On a la fascination pour les monstres incompris, la frontière entre l'horreur et la tendresse, les contes gothiques enrobés de mélancolie, les autopsies, les dissections, les corps ouverts, le goût pour la lumière colorée, presque théâtrale, et le rapport ambivalent entre le créateur et sa création. Et ça, moi, c'est des choses que j'adore, on va dire, regarder, voir ou même lire, en fait. Mais la sensibilité de Guillermo del Toro, en fait, marche jamais sur moi, sur ce genre de thématique. Et pour moi, Frankenstein, c'est un peu le best-of de sa carrière. Comme si le cinéaste avait voulu rassembler tout ce qu'il aime tout y était, quoi. Dans ce conte. Mais je parlais tout à l'heure de timing, et ici en fait c'est une sorte de timing divin en fait. Ce film ne serait pas ce qu'il est sans ses précédentes œuvres, tant elle sublime ses thématiques. Après il faut dire clairement, ce Frankenstein est une adaptation, une très très libre adaptation du roman. Si certaines scènes clés sont conservées, la création de la créature, la révélation complexe, la relation complexe entre Victor et son fils, ou même l'errance du monstre, beaucoup d'éléments sont transformés ou réinterprétés. Surtout la fin, qui prend des libertés considérables, mais loin d'être un problème à mes yeux, en fait. C'est même au contraire, je trouve que c'est plutôt un atout pour le film. Je trouve que Del Toro ne cherche pas la fidélité absolue, il cherche plutôt une sorte de fidélité émotionnelle, en saisissant l'esprit du roman et en l'adaptant à son public actuel. Ça se comprend tout à fait, et moi j'ai vraiment pas de problème avec ça. Moi la fin non plus. Étonnamment, moi ce que j'ai le moins aimé dans le film, c'est plutôt le début, parce que je trouve que la jeunesse de Victor a été très caricaturalisée. Complètement caricaturale, ouais. Parce que en fait, il a plutôt une enfance très heureuse dans le roman. Victor, il n'est pas du tout battu ou sous l'oppression de son père et autres. Et là, en fait, j'ai trouvé que d'avoir basé le début du film, donc la fragilité de Victor sur son enfance difficile et un événement qui se passe pendant son enfance que je spoilerai pas, ça c'est un peu dissonant, c'est la partie que j'ai la moins aimée, parce que Victor, c'est la vanité qui l'emmène à créer le monstre de Frankenstein. C'est et il représente un petit peu la vanité de l'homme, etc. Complètement par rapport au rapport de la création. Et ça, c'est une thématique qui est pas présente ou traitée vraiment très différemment. Et moi, c'est plus le début, tu vois, même la toute première phase dans la banquise, là, j'ai pas trop kiffé.
Mais pour le reste, tu l'as très bien dit, c'est une interprétation plus libre, très basée sur le viscéral. C'est un peu presque côté très morbide. Tu l'as dit aussi, très focalisé sur le corps humain. On voit plein de trucs assez gore et tout. Ça, je dis vraiment pourquoi pas. Ça contribue vraiment au film et à l'ADN de Guillermo del Toro. Mais c'est plus cette liberté au début du film, moi, qui m'a choqué plutôt que la fin. Après, le rapport au père dans le cinéma de Guillermo del Toro, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. C'est très récurrent. On l'a dans Blade 2, par exemple, entre le roi des vampires et son fils, ou même dans Hellboy, entre Hellboy et son père adoptif. Et c'est un peu une façon pour lui d'extérioriser les traumas qu'il a eu plus jeune, en fait, et on le ressent tout au long du film. En fait, il a voulu créer un passif un peu tragique à son Victor Frankenstein, qui lui-même a été un sombre connard, hein, faut dire ce qui est, avec sa progéniture, en fait. Donc c'est un peu ses marottes à lui, et là-dessus, c'est là que je te rejoins, le film n'en avait pas besoin, parce que c'est un peu too much, en fait. Ouais, c'est un peu et même, je trouve, l'acteur qui joue son père, qui est un acteur de fou, que j'ai oublié son nom. Charles Dance, que j'adore. Ouais, mais il joue grave bien, mais tu vois... Ça il est dans Game of Thrones. Ouais, le Lannister, qui crée un côté un peu dissonant, et... voilà, moi, c'est la partie que j'ai la moins aimée en termes d'histoire. Et après, t'en parleras peut-être, mais la narration, quand même, je trouvais les films assez longs. Là où le roman, c'est pas mal parce que tu passes de plusieurs récits différents, etc. Ouais, là, c'est scindé en deux. T'as deux chapitres. Un chapitre sur Victor Frankenstein et un chapitre sur la créature. Alors que dans le roman, on va dire, c'est plus un chapitre sur deux, en fait. Ouais, enfin, ouais, t'as Walton, du coup, t'as la lettre de Walton, t'as le récit de Victor, la créature, tu retournes sur Victor, tu retournes sur Walton. Enfin, tu vois, ça crée... ça, j'aime bien cet exercice de style qui n'est pas présent dans le film. Voilà, c'est un peu un film qui est coupé en deux parties, on pourrait dire vraiment la partie Frankenstein, même si la partie du monstre est plus courte. Alors moi, j'ai pas trouvé le film trop long, au contraire, hein, j'aurais même bien pris 30 minutes de plus, tellement j'étais à fond dedans. Mais je trouve que ça fait aussi partie de sa liberté, de la liberté qu'il a prise, en fait. C'est un choix artistique. Hein. C'est ça, pour inclure son identité, sa vision, c'est même souvent déroutant, hein, tu l'as dit, mais on sent quand même que Del Toro n'essaye pas d'imiter Shelley, mais j'ai plutôt l'impression qu'il essaye de dialoguer avec elle, tu sais, comme pour faire pour faire court, si tu veux, le livre fut écrit après la fausse couche de l'autrice, en fait, et en connaissant ce paradigme, je trouve que cette lecture me plaît davantage. Je trouve ça plus poétique, en fait, comme s'il lui répondait, en fait. C'est pas comme s'il voulait faire mieux, c'est qu'il a mis sa patte à son histoire pour faire quelque chose qui sublime l'œuvre originale. Pour finir, retour au monstre, hein, car c'est par lui que tout passe, hein, quand même. Et là, l'expérience est étrangement paradoxale. D'un côté, l'acteur qui l'incarne est superbe, hein, au sens talentueux, mais aussi au sens littéral. Moi, je le trouve trop beau, trop charismatique, trop séduisant. Et cela me pose quand même un vrai problème de crédibilité, c'est comment croire que cette créature soit rejetée par quiconque. On est très loin de l'imagerie iconique de Boris Karloff, hein, avec son front carré, ses cicatrices, les boulons dans le cou, tu vois, cette présence massive et surtout tragiquement maladroite. Et moi qui reste très attaché à cette version classique, j'ai eu du mal à m'immerger totalement dans la version de Del Toro, en fait. Du moins, au début. Et même si j'aurais aimé un monstre moins glamour et plus difforme, aussi plus maladroit, un monstre qui boite par exemple, un être dont la souffrance physique soit visible avant même de constater sa souffrance psychologique, je me suis quand même fortement attaché à cette créature qui a su jouer sur ma grande empathie, hein, je te l'avoue. Car malgré son apparence trop avantageuse, l'acteur livre quand même une performance exceptionnelle, hein, faut dire ce qui est. Chaque expression, chaque mouvement transpire la douleur, la confusion. On ressent quand même une palette d'émotions assez incroyable, malgré tout ce maquillage. Et je trouve qu'il réussit l'impossible, c'est faire oublier son physique avantageux pour incarner justement une âme meurtrie. Un enfant gigantesque de 1m98, hein, perdu, affamé d'amour et surtout condamné à ne recevoir que de la haine. Je vais conclure, je le disais à l'instant, je ne suis pas un immense fan du cinéma de Guillermo del Toro. Je respecte son style, je reconnais son univers, mais je ne suis pas de ceux qui tombent en extase devant chacune de ses œuvres. Mon film préféré de lui d'ailleurs, c'est Nightmare Alley, qui est peut-être celui qui lui ressemble le moins, et pourtant Frankenstein m'a profondément touché. Ce film transpire l'amour du cinéaste de par la beauté des scènes et la poésie sombre qu'il traverse.
par l'émotion sincère qui irradie la pellicule, et surtout la relation qu'il a entre Victor et sa créature, qui est le centre du récit en fait. Et je trouve que Del Toro a enfin réalisé le film qu'il rêvait de faire depuis plus de 2 décennies, et cette passion, parfois trop naïve, c'est vrai, voire même excessive, se ressent dans chaque plan. Et pour moi, le plus gros défaut du film, c'est dommage qu'il ne soit pas sorti au cinéma, en fait. Ça, c'est un film que j'aurais aimé voir en salle, sur un grand écran, en fait, avec des gens autour, voir comment les gens réagissent. Parce que, faut pas se leurrer, t'as beau avoir un écran de ouf, d'être devant ta télé, sur ton canapé, c'est pas pareil. T'entends du bruit chez toi, tu peux être perdu, t'as forcément quelqu'un qui va parler à côté parce qu'on n'est pas dans une salle de cinéma. Et je trouve que c'est un film à voir sur grand écran. Et le fait qu'il soit sorti sur Netflix, donc c'est un plus pour l'accessibilité, mais je trouve ça dommage parce que le film méritait mieux en fait. Bon, écoute, t'as très bien résumé les choses. J'aurais dit à peu près la même chose sans le côté analyse de l'auteur parce que je connais pas beaucoup et je m'en fiche un peu du gars, mais en tout cas, on a eu sensiblement la même perception du film. C'est une très belle adaptation de Frankenstein et c'est un monstre qui est fait de toute façon, comme je disais, qui est fait pour être adapté en fonction de nos sensibilités. Il doit évoluer, tout à fait. Ouais, donc il y a des choses que j'ai aimées, je l'ai dit, non, j'ai pas trop dit, mais tout ce que tu as dit que tu aimais, j'aime aussi. Ce que j'ai un peu moins aimé, je l'ai dit, mais ça reste vraiment une très belle adaptation. Donc voilà, si vous aimez ce film plus la BD que j'ai chroniqué la dernière fois, je pense que vous allez prendre votre pied avec ce monstre. Ceci clôture maintenant notre émission, donc on est à 1h03, donc peut-être qu'avec le montage vous serez un peu moins, mais je te propose de faire les big ups. Tu en as, Kira? J'en ai plein, je sais pas si tu en as noté de ton côté. Je vais te laisser faire les big ups de ton côté, j'en donnerai la semaine prochaine. Il y a Liquid qui, depuis l'épisode d'Initial D, s'est régalé et a refait la série. Il l'a découverte, il l'a refait, donc plutôt excellent. Cool, puisque Initial D, c'est pas récent et c'est chouette de la redécouvrir grâce à nous. Amy, très bon épisode, hâte d'entendre plus de choses sur le voyage au Japon. Ça tombe bien, c'est chose faite aujourd'hui. Dans un épisode de la taverne, j'en dirai pas beaucoup plus, je pense. Alors, est-ce que je ferai un truc spécial autour du Japon? Je sais pas. Mais voilà, ça n'a pas trop sa place dans notre émission classique. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Aller au Japon, c'est trop bien. On a Musky qui nous a fait un message hyper gentil, qui nous adore. Enfin, voilà, il était un peu dégoûté, d'ailleurs, qu'on nous ait mis une note pas ouf. Ah oui. mais voilà, enfin, c'est le jeu. Il y a Thibaut Geek, je t'ai envoyé le message cette semaine, qui nous a fait un long message adorable, hyper qui adore gentil, ce qu'on fait. Ouais, hyper gentil. Il adore notre binôme et nous aussi, on adore notre binôme. Il y a Will Minecraftien qui nous a mis 5 étoiles. Il adore notre dernier épisode. Donc, quand il l'a envoyé, ça devait être l'épisode sur Pokémon. Et il y a Popayan qui nous a mis 5 étoiles et il paye sa tournée de 5 étoiles. Donc, merci à lui. Merci à toi. Il aime notre côté passionné, etc. Donc, voilà. Merci, ces messages, franchement, ça donne de la force. Et il y a Boom999 que j'ai oublié, qui a mis 5 étoiles et qui adore notre podcast. Merci à vous tous, en tout cas, ça fait plaisir. Wow, j'ai plus de souffle avec tout cet amour que j'ai dû donner en mode mitraillette. Et Kira, écoute, merci beaucoup pour cette émission, ça a été un plaisir et je te laisse conclure le mot de la fin. Comme d'habitude, merci pour votre écoute, merci pour les partages et les messages que vous nous envoyez. N'hésitez pas à aller voir Frankenstein, le Guillermo del Toro. Running Man aussi, qui est sorti au cinéma. A priori, le film marche pas, mais il est fantastique. J'ai pensé à toi, il paraît que c'est cool. Enfin, t'aimes bien, toi, Running Man? Il paraît que c'est très très cool. Je devais y aller ce soir, mais finalement, je pense y aller demain. Donc, potentiellement, je pourrais peut-être en parler dans un prochain épisode. On va voir. Jouer à des jeux vidéo, donc jouer à Super Mario de façon légale, bien sûr, après ce que évidemment, vous faites, voyons. Ceci ne nous regarde pas. Quelle histoire. Et puis n'hésitez pas à lire des livres, la BD Frankenstein que tu nous parlais la dernière fois de chez Glénat, et puis à la semaine prochaine. Ciao.